Cash Coach. Des coachs qui parlent cash. Bien. Alors, bienvenue dans ce nouveau podcast Cash Coach, le podcast des coachs qui parlent cash. Aujourd'hui, on vous propose d'évoquer le deuil. Donc, le deuil dans tous ses états. Et je suis accompagné d'Isabelle. Bonjour. Ludivine. Salut. Et Mag. Bonjour. Voilà, pour les intimes. Alors, voilà. L'idée, c'est de démystifier un peu le concept de deuil à travers déjà les différentes situations dans lesquelles on peut se retrouver en situation de deuil, les comportements, si vous êtes en situation d'accompagnement au deuil, si vous êtes vous-même en deuil, donc on va parcourir les différents comportements à privilégier ou pas, on verra en fonction de ce à quoi ça nous amène. Et puis aussi, si on peut parler de sortie de deuil ou d'accueil finalement de la situation de deuil pour évoquer les différents sujets. Ou de reconstruction. Ou reconstruction. Est-ce qu'on reconstruit? Ou est-ce qu'on poursuit? À travers éventuellement nos propres expériences de vie ou celles qu'on a pu avoir avec nos clients. Qui veut démarrer? C'est un sujet qu'on souhaitait évoquer avec Magali. Donc parce qu'en fait, on connaît le deuil. Je vais te laisser peut-être prendre la parole, Magali, pour parler de l'expérience. Oui, alors là, nous, on parle du deuil d'une personne chère. Moi, je voudrais juste qu'on reparle des états du deuil d'abord. Ouais. Je pense qu'il y en a plusieurs. Vous ferez des apports si vous en voyez d'autres. Mais il y a le deuil des mariages. Il y a le deuil d'un travail, le deuil d'un premier amour, le deuil d'une perte de capacité motrice, de perte de capacité cognitive. La vieillesse peut être une forme de deuil. De quoi on avait dit d'autre? En général, tout ce qui concerne la perte. La perte, on s'est dit, ouais, voilà. c'est la perte. Donc ce n'est pas uniquement parler de mort. Donc là, du coup, nous, voilà, on a partagé ça. C'était la perte d'un être cher. D'un job, on a dit. La perte d'un job. D'une capacité, d'une possibilité. Une carrière sportive. Une carrière sportive. Ouais. Tout ce qui crée un écart avec ce qui est important pour nous, que ce soit du matériel ou de l'immatériel ou de l'être humain. Séparation aussi. Et déjà, c'est important pour moi d'élargir justement ce deuil parce que est-ce qu'un des premiers leviers, c'est pas de s'autoriser à être en deuil? Parce qu'effectivement, quand on se dit, bah voilà, j'ai perdu mon job, de mettre le doigt sur le fait que ce soit une perte, en fait, bah voilà, oui, je suis triste parce que je suis en deuil, parce que j'ai perdu quelque chose. Et donc, c'est vrai que la première des choses qu'on pourrait apporter, c'est peut-être cette vue plus élargie de la situation de deuil et ce qu'elle vient toucher. Parce que justement, la perte, qu'est-ce qu'on met dans perte? La perte, qu'est-ce qu'on perd? Déjà, c'est hyper perso. C'est vraiment ce que la personne voit dans ce qu'elle perd. La perte, est-ce que c'est, tu vois, dans le job ou dans le sport ou dans... pour moi, il semble que c'est déjà juste une perte d'habitude. C'est-à-dire qu'on perd quelque chose qu'on n'aura plus ou qu'on ne verra plus ou qu'on ne fera plus. Et quelque part, c'est peut-être quelque chose dont on avait l'habitude. Et il y a cette perte-là qui était dans nos habitudes, qui n'est plus ou qui ne sera plus. Ouais, justement. Alors du coup, par rapport à ce que tu dis et ce qu'on perd, est-ce que c'est toujours la même intensité en fonction de ce qu'on perd pour vous? Est-ce qu'il y a des différents niveaux? Ou qu'est-ce qui peut expliquer justement ces différences d'intensité de perte? Déjà, je pense qu'il y a là le profil de personnalité. Et c'est ce qu'on met sur... on va parler d'un travail ou d'un premier amour, où on ne parle pas du deuil d'une personne. C'est ce qu'on met dedans. Quelle intensité on met dedans, quel sens on met dedans. Ou même sur une amitié, on peut perdre une amitié, on peut perdre quelqu'un qui nous est cher et qui en fait n'est qu'une partie de ce passage-là dans notre vie. Et faire le deuil de ça et quelle intensité on avait avec cette personne en fait. Là, tu parles du sens de la perte? Du sens de la perte, okay. Ouais. Je pense que c'est à hauteur de ce que la personne met à l'intérieur d'une situation. Donc Mag, elle implémente un aspect important qui est la perception. Et la perception qui est aussi donc, corrélée
à l'intensité émotionnelle, certainement, qui est perçue et qui est aussi corrélée. Les apports des neurosciences, aujourd'hui, on voit que la situation de deuil, elle a un lien avec la mémoire, notamment en cas de deuil traumatique. On voit toutes ces structures impliquées qui sont les mêmes que les structures de la mémoire, en fait. Donc, il y a quelque chose aussi dans le souvenir et dans ce que la personne va mettre pour percevoir sa situation de deuil. Ok. Du coup, est-ce qu'il y a la notion, tu vois, d'expérience du deuil? C'est-à-dire que par rapport à la perte, on a, comme tu disais Magali, le premier amour, la première fois que tu tombes amoureux, et ce premier amour c'est la première fois que tu vis cette perte-là. Et puis, chacun s'est remis d'une rupture amoureuse, a eu de nouvelles aventures, et puis derrière, effectivement, on vit différemment les ruptures, sauf celle qui sera peut-être celle-ci émotionnellement encore plus intense dans comment on l'aperçoit, en fait. Et aussi donc là on parle d'amour, mais chez la structure du deuil ou l'accès à comprendre ce qu'est de perdre peut-être un être cher, dans les familles, souvent les animaux font partie des familles, et pour les enfants c'est les premières pertes qui peuvent être importantes. J'en parle parce que c'est ce que j'ai connu moi. Le premier chien ou le premier chat, ça m'avait bouleversée. Et donc du coup c'est quelque part, c'est aussi une expérience en fait qui se génère au fil de la vie. Ouais, donc on est en train de dire que la perception, elle est fonction de nos expériences de deuil, mais aussi pourquoi pas de nos grandes blessures, et que ça vient réactiver. Est-ce que effectivement, quand j'ai été enfant, je me suis sentie abandonnée dans ma situation de deuil, ou qu'est-ce que ça vient chercher aussi Et l'expérience des différents niveaux par rapport à l'impact émotionnel, comme tu disais. Si effectivement je perds l'homme ou la femme de ma vie, que ce soit par une rupture ou par un accident de la vie ou un décès, eh bien peut-être que ma perception de la perte d'un travail, d'un ami qui déménage ou d'une autre sorte de perte, peut-être que on parvient à relativiser aussi les pertes selon ce qu'on va expérimenter. Il y a cette notion-là aussi. Selon ce qu'on a expérimenté, selon ce qu'on va projeter aussi. Je pense qu'il y a derrière et devant, en fait. Et quelle capacité je vais avoir à me projeter justement avec cette perte. Ça impacte aussi dans le processus de deuil. Comment je peux me projeter à nouveau et poursuivre ma vie avec cette perte, avec ce qui me manque pour l'instant. Et le souvenir, parce que tu parles de la projection. C'est ça. Et dans les deux sens, je parlerai aussi de la notion de la nostalgie, de ce que j'ai perdu aussi, qui peut être quelque chose qui va entraîner de la réflexion et de l'émotion. Ok. Donc là, on est en train de parler de perception et de projection. Donc c'est essentiellement lié à ce qui est interne. Alors justement, en fait, qu'est-ce qui peut donner cette importance et cette différence d'intensité de perte? Parce que tous les jours, on perd des choses, on se sépare de choses. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on va avoir une perception plus forte, une projection de ce qu'on n'aura plus de manière plus intense, selon toi? Pour moi, c'est individuel, mais Mag, tu pourras peut-être nous le raconter dans l'expérience. C'est très individuel, mais évidemment, les circonstances, elles sont en cause. Si je m'y attends pas, si c'est une catastrophe naturelle, si c'est un attentat, si c'est quelque chose pour moi d'inexplicable ou d'absurde ou de la perte d'un enfant qui va pas dans l'ordre des choses, je pense que ça complexifie la situation de deuil. Ok. Donc ouais, on est en train de dire que la perte d'un être cher. Évidemment, on peut comprendre les phénomènes de perception, de projection, voilà. Pour autant, quelquefois, je perds mon chat, mon chien, ok, donc il y a un élément affectif, mais je peux aussi être très impacté par la perte de quelque chose d'immatériel ou de matériel, et pas forcément lié à un être cher. Comment on pourrait expliquer, tu vois, cette différence, ou plutôt cette ressemblance
qui fait que on peut comprendre l'état dans lequel on peut être quand on perd un être cher ou quand c'est important pour nous, et quand c'est quelque chose de matériel. J'ai perdu, je sais pas moi, ma maison, ou j'ai perdu une situation financière, ou j'ai perdu un ordinateur. Donc tu dis, il y a bien sûr une C'est les capacité élastiques. personnelle, voilà, mais qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Moi, je parle d'élastique. C'est-à-dire? Effectivement, quand on perd son téléphone, ça pourrait être beaucoup moins grave que si je perds un être cher, mais ça peut prendre une autre tournure pour la personne, mais là, du coup, c'est élastique. C'est ce à quoi c'est relié en amont dans l'histoire de vie, Ok. qui vont me ramener peut-être, ou ramener du sentiment, de l'émotion dans la situation présente, et peut-être qu'il y a un décalage. Ok. Pour toi, Magali? Parce que par exemple, tu prends l'exemple d'un accident de voiture, si personne n'est blessé, on va faire focus sur la voiture. On n'a plus de voiture, quoi. Alors que si les gens sont blessés, la voiture c'est obsolète, quoi. Mhm. Là, c'est cette différence-là. Qu'est-ce qui prend le pas à l'instant T sur ce qu'on a perdu ou la personne qui est partie? Ouais. Ok. Donc là, tu es en train de dire, en fait, finalement, une échelle, quelque part, de valeur ou de... Je c'est ça? crois, ouais. Ok. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quelqu'un qui perdrait, enfin, qui serait fortement impacté par la perte de son ordinateur ou de son téléphone. Mhm. Pour lui, à ce moment-là, c'est une échelle haute, finalement, de sentiment de perte, Émotionnellement, à ce Émotionnel. moment-là, ouais. qui pourrait être réduite s'il perdait une personne ou son Ou si son animal. fils a un ou... accident de bagnole derrière, ou je ne sais pas. Donc tout de suite, l'importance, voilà. Mhm. C'est le curseur à l'instant T, au moment où tu le vis, je pense. Ok, ouais. Très bien. En tout cas, ce que je trouve, c'est qu'on a une capacité, si on revient sur les capacités de l'être humain, c'est qu'il y a, avec toutes ces perceptions, toutes ces possibilités de perte, de deuil et de tristesse, c'est qu'en fait, il y a souvent la capacité à surmonter ces pertes-là. Alors, il y a une expression qui dit « tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Je ne sais pas si elle est vraie, mais en tout cas, la capacité, l'expérience que tu vis face à des grosses pertes, enfin des pertes essentielles, au-delà du téléphone et de l'ordinateur, font que cette expérience, finalement, te permet de grandir face aux futures expériences de perte. Et effectivement, dans toutes ces expériences, il y a, comme tu dis Magali, des curseurs qui se mettent en place en fonction de qui tu es. Donc on revient sur, ça dépend de l'expérience de chacun, de sa personnalité en fait, des expériences de vie, autres que le deuil aussi, où on va être complètement tous différents face à la perte. D'où cette notion d'élastique qui pour quelqu'un va peut-être casser plus vite qu'un autre dans sa reconstruction en fait. Ouais. Alors, ouais, je suis d'accord avec vous. Un, effectivement, les capacités internes, la personnalité de la personne. Deux, l'échelle de valeur en fonction de ce que tu perds. Trois, aussi la perception et les projections que tu fais par rapport à la situation et ce que tu imagines que tu pourras plus faire ou que qui te remémore et qui amène une certaine nostalgie. Pour balayer les différentes situations, moi, je vais parler d'une situation matérielle et qui, je pourrais en prendre d'autres, mais je prends celle-là pour laisser la place, vous laisser la place sur d'autres espaces de perte que vous voudriez partager. Moi, par exemple, c'est la perte d'une situation suite à un accident entrepreneurial qui fait que tout ce que j'ai pu construire et qui était attaché à un rêve d'enfant et que j'ai pu réaliser petit à petit suite à une situation entrepreneuriale qui se désagrège, que je sens que je vais perdre. Et effectivement, ça amène finalement donc à se réaliser. Et là, se passe dans la tête des tas de choses en fait qu'on va se raconter suite à cette perte. Et c'est davantage lié à finalement tout ce qu'on va mettre en œuvre cognitivement et l'histoire qu'on va se raconter par rapport à cet événement, qui finalement va faire énormément de mal durablement, plus ou moins durablement. Et qui va maintenir un peu ces états, parce que en fait, on parle de courbe du deuil, de courbe de changement. Il y a plusieurs étapes, on en reparlera après.
et qui peut faire que finalement on n'arrive pas dans cette étape qui nous permet finalement d'accueillir et de s'extraire de cette situation. C'est tout ce qu'on va arriver à se raconter. Et donc pour ma part, c'est finalement tous les doutes par rapport à quoi je me suis battu pour construire cette vie qui s'écroule. Et là, tout passe par la tête. C'est-à-dire finalement, je suis pas capable. Finalement, je mérite pas. Finalement, et t'en veux à la terre entière. Et donc, il y a différentes phases qui se font jusqu'à une phase où tu vas être amené à dire bon, ben c'est comme ça, c'est ok. Et c'est quand tu as terminé de te débattre contre l'événement que là vraiment tu vas être vraiment en dépression et vraiment en down. Donc c'est l'étape où finalement il va falloir accepter quoi. Voilà. Et passer derrière le déni, derrière le déni ou la colère du choc ou de l'événement qui s'est passé. Et bon, c'est le fond, en fait, hein, quelque part, hein, de la courbe, et heureusement qu'elle se relève. Mais pour ma part, cette situation m'a remis en question fortement, m'a ramené dans tous mes doutes par rapport auxquels je m'étais battu pour construire cette situation, et fait qu'en fait, finalement, tu es seul, tu te retrouves très seul par rapport à la situation que tu rencontres. Et tu te dis que tu pourras plus subvenir aux besoins de ta famille, ou que tu pourras plus faire ci, ou que tu pourras plus faire ça. Alors qu'en fait, c'est des histoires qu'on se raconte, mais en même temps, est-ce que c'est pas nécessaire pour sortir? Oui, moi je vois trop souvent, effectivement, comme si c'était des étapes un peu, comme s'il fallait vite accélérer les états de colère ou les états de dépression. En fait, ce sont des formidables opportunités pour un peu engranger de la ressource pour après reconstruire, effectivement. Et je vois pas un mal, en fait, à passer par c'est le vécu, en fait. Et effectivement, on l'abordera peut-être tout à l'heure, mais du coup, alors que ce soit les thérapeutes ou les personnes de la société, quand on voit la personne triste, on n'aurait qu'une envie, c'est de l'aider à en sortir, ou en colère contre oui, il faut accepter, non, mais ne sois pas triste, alors que au final, c'est une fonction fondamentale, en fait, hein, dans ce que la personne va pouvoir profiter de cette expérience. On va en parler des comportements environnementaux. L'envie de l'aider à s'en sortir, mais il y a aussi la fuir, beaucoup, dans notre société aussi. Est-ce que vous avez envie de partager ou pas des situations pour faire le fil ou non? Moi, je ne me permettrai pas. On peut se permettre, hein, c'est aussi important de partager ses expériences de vie. Moi, factuellement, j'ai perdu ma fille en 2004 dans un accident de voiture. Elle avait 2 ans et demi. Donc là, aujourd'hui, on parle de ça. Je vous partage ça parce que ça fait 20 ans que je suis en paix avec ça. Et que je comprends ce qu'est la résilience aujourd'hui. C'est gratitude et c'est merci la vie de tout ce que tu m'as fait subir, en fait. Et tout ce que ça a fait de moi. Donc, il y a une notion de temps dans cette histoire de deuil, parce que quand on est dans la période de souffrance, le temps, il est super long. Les minutes, elles s'égrènent et c'est horrible, quoi. Et aujourd'hui, avec du recul, je me dis que c'était mon plus bel allié, quoi. Au-delà des humains qui m'ont entourée à ce moment-là. Et Isa, du coup, elle a perdu sa nièce. Ouais, c'était pas un moment cool, mais en termes d'apprentissage, où on parlait de curseur et d'élastique. Suite à ça, on a perdu notre maman de maladie. Donc Loé, c'était un choc, c'était instantané, quoi. Et maman, elle a eu un cancer, donc on dit on s'habitue à peut-être perdre, mais on s'habitue à rien, en fait. Je trouvais même que la souffrance dans l'attente du décès de la personne qui est malade était beaucoup plus difficile à supporter. Il y a quelque chose comme ça. Et du coup, c'est vrai que quand maman est partie, c'était, je ne sais plus combien d'années après, en termes de tristesse, en termes de... Je pense que j'avais un curseur assez haut. Donc ma relativité, elle est totalement différente aujourd'hui avec la mort. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. On en reviendra sur
l'accueil justement du deuil, comment, par rapport à, si tu veux bien répondre, comment t'en es sorti. Mais avant, peut-être, je sais pas, tu veux partager ou pas une situation? T'es pas obligé, hein. Oui, on a de quoi faire. Mais... Alors, c'est évidemment, on va dire que peut-être que moi, mon expérience la plus significative, c'est le deuil de ma situation de famille. C'est-à-dire qu'à un moment donné, effectivement, on prend conscience que le projet famille qu'on avait, avec celui qu'on a rencontré, ses enfants, et ben, il pourra pas. Alors là, matériellement, il peut, mais il y a quelque chose qui... Donc ce temps-là, en fait, avant d'arriver à se dire non, ben c'est fini, la vie de famille comme je l'avais conçue, elle est finie, où j'ai perdu ma vie de famille, où j'ai perdu mon projet, c'est plutôt ça en fait, c'est plutôt ça que je ressentirais, j'ai perdu mon projet. C'est vrai que ça paraît peut-être moins touchant, mais je pense que c'est aussi un deuil. Hein. Ça a été, c'est d'abord de la colère contre tous les éléments, contre soi, contre. Et justement, si on fait le lien avec tout à l'heure, qu'est-ce que représentait pour toi le projet qui fait que ça t'a impacté? Oui, mais j'ai vraiment passé je pense que, d'une perception de ma vie jusqu'au bout dans cette famille, voilà, comme ça, à 4. Et à un moment donné, c'était plus possible. Donc j'ai vécu le néant avant de trouver les leviers pour me reconstruire, me dire, bah ouais, tu peux être une femme seule, élever tes 2 enfants, et ça sera ça ta famille, toi et tes 2 enfants. Ok. Mais il y a eu tout un temps, moi je mettrais cette période à au moins 4 ans, en fait, hein, de cheminement avant d'arriver là. Ok. Ben moi, le plus significatif, c'est ce que, comme Magali l'a expliqué, c'est le décès de ma nièce et de sa fille. En fait, quand on parlait de tristesse, tu vois, je sais pas quelle notion j'avais de ça, mais donc je me souviens, je suis allée sur place parce que Magali a eu l'accident avec Chloé. Et donc Magali était accidentée. Et par rapport à la tristesse, en fait, je sentais qu'elle avait besoin de s'exprimer. Et à la fois, on se raconte des histoires. Hein. Je me disais, faut aussi que je sois là et que je sois forte pour ma sœur et puis mon neveu et mon beau-frère, et pas leur infliger ma tristesse, quoi. Et j'ai une scène bien précise où j'étais, à un moment donné, je m'étais retenue quand j'étais allée les voir. Et quand je suis allée à la chambre d'hôtel pour prendre une douche, pour repartir après seconder Xavier, je me suis mise sous la douche et je commence à pleurer et je me suis dit mais pleure, et j'ai pris du temps. Alors je sais pas si c'était utile, mais j'étais en train de me dire mais vas-y, reste 1 heure s'il faut à pleurer, parce qu'après tu vois, va falloir donner autre chose, quoi. Et ce temps alors je sais pas si c'était de l'accueil mais en tout cas j'avais besoin d'accueillir cette peine qui me traversait, mais de vraiment aller comme si j'avais envie d'aller au plus profond pour récupérer une ressource après et pouvoir. Douche psychologique. Ouais, une douche psychologique. Serge Marquis. C'est ça, la douche psychologique. Après je sais pas. Après j'ai des souvenirs de tristesse pour des choses bien différentes, comme les animaux, où j'écoutais des musiques tristes pour me dire allez, pleure-le bien, pleure-le. Des choses comme ça. Et après, dans ma vie, en dehors de cette expérience qui a été la plus marquante, j'ai bien sûr des amis dans la montagne qui sont partis, et notamment 2 personnes qui ont été tout au long de ma carrière sportive avec moi, Karine Ruby et Julie Pomagalski, qui sont toutes les 2 parties en montagne à un âge assez jeune, après leur carrière, parce qu'on a été en retraite de sportive toutes les 3. Et effectivement, il y a la perte que je ne les verrai plus, mais aussi le souvenir que je ne partagerai plus avec elles, parce que ces 15 années d'expérience qu'on a eues dans le sport de haut niveau fait que quand on se voyait, c'était des partages, des échanges, des souvenirs, et je ne l'ai plus, en fait, aussi. Ça. Voilà. Pour moi, c'est l'expérience du... Ok. Alors, dans ces situations, on a toujours des gens qui veulent nous aider. Alors, ils
pense pas à mal, évidemment, mais ils essayent comme ils peuvent. Quels sont les comportements qui vous ont finalement pas aidé et qui, au contraire, nous maintiennent ou qui distendent de la relation ou qui créent encore plus d'écart finalement et où vous vous dites tiens là je me comprends pas quoi alors que c'est bienveillant au départ. C'est bienveillant. Le premier truc, c'est moi qui me vient là tout de suite, c'est les gens que tu côtoies pas forcément et qui veulent venir t'aider. Et c'est avec toute bienveillance parce que le malheur, ça peut être un peu contagieux quand même. Et tu l'accueilles, mais est-ce que c'est à raison ou à tort ou parce que t'es anéanti que t'as aucune envie de lutter en fait, t'as juste envie de passer ces moments de tristesse et ouais, au final, t'arrives pas à dire non, tu vois. Enfin, je parle pour moi, mais et tu dis ouais, mais pourquoi ils viennent me voir là maintenant, quoi. Il y a ça. Et après, ça, je l'ai compris sur le tard. Parce que les gens qui venaient voir, j'ai passé 3 mois à l'hôpital, moi couchée. Et donc les gens se déplaçaient. J'ai eu beaucoup de chance, il y a eu beaucoup de monde, il y a eu beaucoup de relais. Et j'avais un carnet de rendez-vous. J'avais pas de secrétaire, mais j'avais un carnet de rendez-vous. Et donc du coup, ça me permettait quand même de filtrer aussi en disant, bah là, j'ai pas de place. Donc tu vois, c'était même pas très honnête, quoi. Ça me permettait de filtrer. Je faisais comme je pouvais en vrai. Et tu avais les amis proches qui venaient, et même des moins proches, mais qui te faisaient plaisir à voir et qui venaient avec leur peur et avec leur projection, quoi. Et dans leur tête, voilà, quand tu perds un enfant, je sais pas, les psys me disaient que c'est podium, quoi. C'est l'inattendu. Et puis oui, là, c'était rapidement aussi. Et eux, donc, venaient avec leur projection, avec leur tristesse, et je peux le comprendre, hein. Mais en fait, je crois que à ce moment-là, quand tu es dans ton deuil, tu as besoin, ce qu'on apprend, c'est l'écoute active. Point. Et puis, tout, en fait, le fait de perdre un enfant, c'est aussi tout ce que ça suscite, hein, effectivement, d'injustice. Une petite fille qui aurait pu avoir enfin, il y a toute la pensée fantasmatique là derrière qui va se déclencher, et effectivement, c'est difficile. Alors, comment expliquer justement que des gens que tu côtoies pas forcément viennent et se sentent obligés, tu vois, de faire quelque chose, comment tu le vois? Alors moi, j'entends beaucoup chez mes patients ce rapport-là aux autres. Ça suscite chez la personne qui est déjà mis à mal de la culpabilité. Ça charge vachement les gens dans leur... Ça part je pense, d'une pensée bienveillante. Hein, où il y a une envie d'aide. Mais bien sûr. Et peut-être c'est une évidence. D'un manque de prise en compte des réels besoins de l'endeuillé. De la personne qui a besoin d'isolement, besoin peut-être de voir qui elle a envie de voir, quoi. Voilà. Peut-être de demander, la première question, ça serait est-ce que tu as envie de me voir, quoi, tout simplement. Ouais. Pas de s'imposer comme ça, de fait. En plus, moi, j'étais alitée à l'hôpital, donc je n'avais pas trop le choix, quoi. Ouais. Hein, donc c'est vraiment de demander la permission, quoi. Ouais. Déjà, pour commencer. Et aussi à la personne qui est endeuillée, parce que tout le monde réagit différemment, mais d'être très, très clair et très franc avec ça, quoi. Pas pour, sous prétexte de bienveillance, de je ne sais quoi, presque de s'obliger, parce que je crois que t'es pas plus intelligent quand t'es triste, quoi, en fait. Hein. Tu as toujours ces trucs-là qui te disent, bon... Mais vraiment se permettre de se faire... On n'a besoin que de se faire du bien, quoi, et d'être entouré de gens qui nous font du bien. Mmh. Tout à fait. Ce qui m'avait marqué, moi, c'est... donc quand j'étais venue vous rejoindre, j'avais beaucoup de personnes au téléphone, parce que j'étais la personne qui avait un décalage. Et donc, beaucoup de personnes m'appelaient. Et donc, je donnais les informations, je transférais les informations. Et un jour, il y a une personne... qui me demande comment va la famille, ce qui se passe, et me dit « Et toi, ça va? T'as besoin de quelque chose? Je peux faire quelque chose pour toi. » Une seule. Ça m'a scotché, ça m'a fait du bien, en fait. Et c'est vrai que dans ce que vous dites, moi, ce que je vois, c'est quelque chose de difficile, de tragique,
finalement, ça fait un effet miroir, que du coup, cet effet miroir, quelque part, on ne peut pas faire autrement que de le renvoyer, de renvoyer sa peur et d'essayer de consoler l'autre comme peut-être on aimerait, nous, être consolés, quelque part. Et à la fois, comme tu disais Magali, juste la première chose à faire, c'est l'écoute, quoi. C'est juste de dire, est-ce que tu as besoin? Est-ce que tu as envie que je passe ou pas? Et je le ferai. Et en fait, là, tu redonnes j'allais dire, le pouvoir du deuil de l'autre. C'est clair, je partage ce que vous dites et un des comportements que j'avais noté avant, c'est souvent des personnes se pensent être obligées de donner leur propre expérience qui se rapproche de la tienne. Voilà, c'est le même mécanisme. Et donc en fait, ça donne ah ouais, mais moi. Et donc du coup, on déporte l'attention sur pas la bonne personne. Voilà. Et là, à ce moment-là, on se sent pas écouté, considéré, pris en compte. On aurait besoin finalement de parler, d'évacuer, parce qu'on sait que dans les premières étapes, c'est nécessaire d'être informé aussi, comprendre, savoir ce qui s'est passé, pour pouvoir rapidement arriver au déni et à la colère, comprendre qu'en fait, ça sert à rien de se débattre, mais que c'est nécessaire pour enfin faire sa dépression et puis sortir de là. Mais toutes les personnes qui vont venir dire « Ah oui, mais moi », ou alors toutes les personnes aussi qui coupent. Parce que, par exemple, pour moi, d'autres entrepreneurs que je connaissais, des amis, même, plus de news. C'est-à-dire, où ta situation fait écho chez moi et j'ai envie je me sens concerné par ton problème, je me connecte, je partage, et du coup, je te fais part de mon expérience, mais je t'écoute plus, plus de son, plus d'image. La fuite dont je parlais. La fuite. Oula, ça me fait trop peur, j'ai pas envie que ça m'arrive, et au final, peut-être, je sais même pas quoi dire, je sais même pas comment m'y prendre. Tu pourrais être contagieux, hein. Pardon, c'est ça, ça, pourrait être contagieux. Ça pourrait être contagieux. Je pourrais choper sa maladie ou sa connerie, ça dépend. Et donc, voilà. Alors qu'en fait, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est juste être un support, ce qu'on fait en coaching, au final. Une des bases de la relation de coaching, c'est d'offrir un espace où tout pourra être accueilli, dit, formulé, sans jugement, avec justement ces valeurs humanistes qui viennent alimenter que ce soit possible de s'exprimer, quoi. Et voire même le silence. Ouais. Et tu vois, ça me fait penser que justement, l'autre, quand il veut consoler, en fait, il ramène de l'aspect normatif, parce qu'un deuil, et notamment quand c'est un deuil pour une mort, pour un décès, il y a un truc où, il faut faire son deuil, son enterrement, et comme s'il devait y avoir des règles. Et moi, j'ai observé chez mes patients, donc c'est assez personnel dans la réaction, dans les comportements, on en parlera plus tard. Hein. Mais il y a pas cette prise de conscience, en fait, que je vais ramener à l'autre de ce qui devrait. Et comment il va vivre son deuil, c'est pas ce qui devrait, mais c'est son deuil perso. Et donc, du coup, ramener de la culpabilité... du sentiment d'être jugé, etc. C'est ça, quoi. C'est ça. Parce que en fait, au final, on ne fait que alimenter ces sensations dont réellement la personne, devrait se séparer et ne devrait pas ressentir. Voilà. Ok. Je rebondis à ce que disait Magali, c'est le silence. Qui fait partie de l'écoute active. Ouais, c'est ça. Paradoxalement. Et de pouvoir être dans sa peine. Peut-être que tu peux exprimer à quoi tu pensais le silence, mais moi, de ce que j'ai vécu, c'est de pouvoir être en silence auprès de quelqu'un et de se sentir enveloppé. Ouais, voilà. Et pas besoin de mettre des mots, quoi. Le silence, il n'est pas pesant. La situation est pesante, mais le silence, il n'est pas pesant. Et à la fois, la présence de l'autre a tout son sens, même en silence. Le soutien est là. Bien sûr. Il se passe énormément de choses dans le silence, en réalité. Il se dit beaucoup de choses dans le silence. Et toi, Ludivine, tu as des comportements comme ça qui te viennent en plus de ce qu'on a dit? Des comportements... on va, entre guillemets, toxiques ou qui ne sont pas forcément aidants, on va dire. Maladroits. Ouais, mais, ou pas d'ailleurs. Ça me fait penser à une patiente qui était venue, une dame d'un certain âge, je ne pourrais plus dire l'âge, mais qui est bien avancée, aux alentours de 80 ans.
et qui était venu me voir en me disant, en me demandant, j'ai un problème parce que justement, elle n'avait pas, selon elle, fait son deuil comme, elle n'avait pas pleuré ou elle s'était pas effondrée, etc. Et elle s'était mise dans la situation un peu à jouer, une forme de jeu de rôle pour les autres qui l'avait empêchée de faire son propre deuil. Parce qu'elle n'avait pas envie de pleurer au moment où tout le monde attendait qu'elle pleure, parce que peut-être qu'elle était en colère, parce que elle vivait d'autres émotions. Et au final, donc elle venait me voir 20 ans ou 15 ans après la perte de son conjoint, avec l'impression de ne pas avoir pleuré son mari. Mais c'est juste le décalage qu'il y a eu entre ce qu'elle a dû juger, ce qu'elle a dû jouer pour ne pas être jugée, donc quelque chose qui était important pour elle, ne pas être jugée, et ce qu'elle vivait en interne, qui a fait que ça a bloqué son processus de deuil. Donc là, le but, ça a été de l'accompagner à vivre à nouveau son deuil, comme elle en avait besoin, en fait. Mmh. Bien sûr, ok. Parce que chacun va avoir un comportement face à ce deuil qui peut être incompréhensible par d'autres parce qu'ils auraient d'autres comportements. Voilà, c'est vrai que... Comment est-ce qu'il faut être triste pour être sociétalement correct, quoi, en fait, c'est ça. Et combien de temps il faut que ça dure? Est-ce que nous, on est dans une famille où il y a toujours eu beaucoup d'humour, voilà. Et bon, il nous est arrivé d'avoir de l'humour au moment de la cérémonie pour maman ou au sujet de maman. Même au sujet de Claude aujourd'hui. Voilà, c'est de l'autodérision. Ouais. Peut-être un moment c'était la protection, mais là c'est clairement de l'humour noir et on peut se permettre. Alors est-ce qu'on l'accepterait de quelqu'un qui l'a pas vécu, je sais pas. Mais et en même temps c'est un hommage, quoi. Ils font partie de la rigolade aussi, quoi. Bah oui. Tu vois, il y a ça. Ils sont pas que dans notre cœur et on est triste quand on pense à eux. C'est vivant, c'est gai, c'est tous ces passages-là. Et puis on peut se permettre de rigoler, quoi. Mais c'est vrai qu'on a observé toutes les deux que parfois on se comprend. On est dans la même dynamique et puis on va prendre un coup de légèreté par rapport à une discussion qui pourrait amener à peut-être plus approfondir et être encore plus... Et en fait, voilà, on va se permettre une légèreté. Et c'est vrai que parfois, on se sent décalé. Ça fait flop. Mais ça nous va, quoi. Voilà. Tu vois, c'est décalé, mais ça va bien. Mais ça va bien. C'est la fête. Je ne sais pas si vous entendez, mais voilà. Ça déménage, ça siffle. Je cherche le chien. Ah, c'est le chien. Le chien. On parlait de chien. Ils ne sont pas là aujourd'hui. Ouais. Alors justement, comment on en arrive à ça? Comment t'en arrives au final à parler de résilience par rapport à l'événement? C'est, selon toi, quelle est la formule? Qu'est-ce qu'il faut? Alors, il n'y a pas de formule. La première chose, vraiment, c'est le temps. Okay. Je pense qu'il y a ça. Parce que 20 ans après, parce que 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans après, tu rigoles pas pareil. Hein. Qu'on soit bien clair. Ensuite, je pense que j'ai eu la chance, bizarrement dit, mais d'avoir été touchée physiquement. Et j'ai passé 3 mois alité totalement. J'avais des fractures au bassin, donc j'étais face au plafond, totalement à la charge des autres, en fait, hein, clairement. Et en fait, j'avais moi et moi, les gens qui passaient la journée, mais après, je pense que c'est la plus longue introspection que j'ai pu faire de tout le temps. Donc j'ai pensé à plein de choses, j'écrivais beaucoup. Et rapidement, après, moi, je crois aux signes. Voilà, c'est comme ça. Rapidement, j'ai eu un signe où j'ai senti le besoin de faire un choix entre les morts et les vivants. Parce que qui a besoin de moi aujourd'hui? J'avais un petit garçon, j'avais mon mari, donc j'ai vécu le divorce aussi. Il y avait mes parents, il y avait ma sœur, on était nombreux ensemble à vivre ce drame-là. Et c'était assez clair que les vivants avaient besoin de moi et j'avais besoin d'eux. Les morts, ils sont morts. Ça peut être un peu raide, un peu dur, mais et même là aujourd'hui, je veux dire, quand tu vas à un enterrement, c'est pour les vivants. L'hommage, la pensée, il y a des choses qui sont passées, c'est fini, c'est plus, ça n'existe plus.
ça existe dans plein d'autres endroits, ça c'est ma croyance, mais c'est les vivants qui ont besoin. Tu vois, nous, on a eu un accompagnement après. C'est pas parce que Chlo, elle est morte, elle a été enterrée, tu remontes à la maison, tu remarches au bout d'un an. On a toujours été accompagnés, il y a toujours eu du monde derrière. Et notamment ma sœur, elle est toujours là. Donc c'est vraiment les vivants, quoi. Et ça, je pense que j'aimerais qu'on puisse l'entendre, même si les gens l'entendent globalement, mais les vivants, ils ont besoin, une fois qu'ils ont perdu quelqu'un, d'être entourés de vivants, qui soient bienveillants, qui soient dans l'écoute, quoi. Et drôle. Et drôle. J'allais te dire, toi, question podium, t'es... Je sais pas. Je suis un peu con. Je fais des blagounettes. Mais oui, c'est les vivants. Après, tu as le choix de faire différemment. Mais là, on est en train de vivre une situation aussi un peu différente. Mais OK, ça va arriver. Mais il y a des vivants autour qui ont besoin. Et encore une fois, on demandera la permission. On ne s'impose pas. S'il y a besoin, vous pouvez solliciter. C'est pas de s'imposer. Et laisser le temps au temps. Oui, la tristesse, c'est pas OK. On n'a pas envie de vivre dans un monde de tristesse. Et c'est vrai que tu as envie de... Oh, c'est pas grave. Je me rappelle ma mère, mon premier amour, elle me dit « Ah bah, tu m'as en trouvé 10 autres. » Super. La phrase bateau qui... est déprimante à souhait. Là, on peut pas dire... Un perdu, 10 de retrouvé. Oh, non. Enfin, tu vois, c'est des vieux adages, hein, mais bon, peut-être les remettre au goût du jour et c'est marquer un peu plus d'empathie que ça. Voilà, donc, par exemple, un comportement qui n'apporte rien. Ah, mais tu vas en retrouver un de perdu, 10 de retrouvé. Bon. Ça va passer. Ça va passer. Je ne sais pas si la personne se rassure elle-même ou... Oui, il y a un peu de ça. Ouais. Mais il y a aussi peut-être... Chloé, il me disait, t'as ton fils, quoi. Chloé me disait, t'as Thibaut. Parce que mon fils aîné avait 5 ans et demi. Et en fait, oui, et alors, quoi? Tu dois te remettre debout sur lui. Mais là, c'était pas la direction. Je me remets debout pour moi. Parce que sinon, ça lui fait Parce une bonne que sinon, charge. ça va y faire quoi au gamin d'avoir une maman qui se relève pas, en fait, et qui... Mais c'est un choix. C'était une envie. C'était une envie. Et puis, là, tu parlais, il faut demander, est-ce que je peux t'accompagner, être dans l'écoute? Et c'est aussi avoir cette capacité, quand tu as envie d'aider, d'accepter que ce soit pas le bon moment ou qu'il y a un refus. Et de l'accueillir aussi, parce que comme on dit, on est face à ses peurs, et si je suis pas accueillie dans mon besoin d'aide, parce que ça va me faire du bien à moi, au contraire, c'est dans l'autre sens, c'est je propose mon aide, et si l'autre le refuse, c'est pour son bien à lui, et je le prends pas contre moi. Et je le prends au contraire, quoi. C'est que déjà bien qu'elle sache ou il sache ce qu'il a besoin. Et toi, Ludivine, comment tu sors d'une situation... comment tu fais ton deuil? Comment tu as fait ton deuil par rapport à ton expérience? Il n'y a pas que cette situation, c'est la première qui a évoqué. J'ai perdu aussi des êtres chers, et il me semble... il y a le temps, je suis d'accord avec toi. Il y a un temps qui est individuel, qui est très individuel. Et alors, tout à l'heure, on parlait de projection, mais là, pour le coup, autant la projection, ça peut être un mécanisme anxieux, autant là, c'est vraiment la sortie du tunnel. C'est-à-dire à partir du moment où je peux à nouveau me faire un film, en fait, de comment je vais pouvoir vivre, en fait, et sans ça. Donc, sans cette personne, sans ce projet que j'avais. Et c'est... Alors, pour moi, c'est avoir accepté, qui est parfois l'inacceptable ou l'absurde, quand on parle d'un enfant. Avoir réussi à faire un peu le point sur ses ressources, c'est ce que tu dis là, ce qu'on a un peu dans les tripes et comment on peut les actionner. Et après, se dire, tiens, je peux réécrire l'histoire. Je peux à nouveau me projeter. Ok. Du coup, j'aime pas réécrire. Oui, écrire, c'est vrai. Je préfère continuer. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Ouais. Oui, c'est en fait c'est de ce fait que je ne peux pas changer. Comme tu disais, Max, je fais un choix. C'est quelque part, je continue d'avancer, mais qu'est-ce que je m'offre? Parce que la vie est là, en fait. Si je suis moi vivant, qu'est-ce que je m'offre pour le reste de ma vie? En fait, ça me fait penser à ce film, Le premier jour du reste de ma vie. Je pense que suite à un événement
difficile, tragique de perte, de deuil, il y a peut-être cette question-là, c'est bon, et maintenant, qu'est-ce que je fais du reste de ma vie à partir de ce point-là que je ne peux pas changer? Qu'est-ce que je m'offre? Qu'est-ce que je m'offre? Voilà. Et qu'est-ce que j'offre à ceux que j'aime parce qu'ils sont là aussi. Ok, alors je suis d'accord avec la notion de temps, évidemment. Et j'ajouterais que le temps est nécessaire parce que peut-être il n'y a pas les bons ingrédients et qui fait que les ingrédients tardent à se mettre en œuvre. Donc en fait, par rapport à la situation que tu évoques qui arrivera, justement, en fait, j'ai compris, enfin en tout cas, ça m'a impacté aussi et ça a généré des sensations chez moi et en fait, je suis passé par un processus qui m'a permis de rapidement sortir en fait de l'état dans lequel ça me mettait. Et je vais l'expliquer. Je pense qu'en fait, en tout cas dans la situation que j'ai évoquée de deuil, parce qu'évidemment on perd tous des personnes, j'ai perdu mon père, mon beau-père, enfin bref. Il y a souvent un sentiment de culpabilité qui arrive, dont on ne sait pas en fait d'où ça vient. Voilà. Donc là, bon, pour le coup, sur la situation, l'accident entrepreneurial que j'évoque, c'est par rapport à des décisions que j'ai prises. Donc la culpabilité est là. Culpabilité, et alors qu'en fait, donc en plus c'est récent, hein, ça a 10 ans, donc je suis déjà coach, je sais que c'est pas forcément un bon sentiment, et pourtant tu le ressens. Et tu culpabilises parce que tu te racontes n'importe quoi. En fait, malgré toi, tu te fais, c'est tes pensées en fait qui sont là à ruminer, à projeter, à anticiper, à tenter de te rassurer, de te sécuriser, etc. Alors qu'en fait, je pense, et c'est la courbe du deuil, c'est premièrement, quand il y a ce choc, quand il y a ce constat, qui permet de passer après dans la deuxième phase. En fait, c'est un manque d'information qu'on a souvent. Et l'information arrive dans le temps. Voilà. C'est qu'on n'a pas toutes les informations. Donc, au final, ce qui m'a permis de déculpabiliser, c'est de comprendre la connerie que j'avais faite, à quel moment elle est arrivée, pourquoi, comment, et avoir des explications, des informations. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que ça a fonctionné. Et ensuite, c'est plutôt que d'essayer d'éviter et d'être dans le déni, en fait, de la colère, ou dans le déni de non, c'est pas possible, non, c'est pas arrivé, non, ça doit pas arriver. Au final, cette descente la faire bien, quoi. C'est-à-dire que, au final, c'est pas se dire bon, il faut que je me mette au boulot, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse là, comme un gros gaillard ou un gros mentaleux qui a le mental, comme on dit, voilà, et qui passe à la vitesse supérieure ou qui écrase tout. C'est de se dire ok. J'ai cette sensation, eh bien la vivre et elle passera encore plus vite que plutôt de se dire mais non t'as le mental, mais non tu peux y arriver, etc. Donc en fait c'est deux choses en fait pour moi qui m'ont permis de passer rapidement les étapes. Donc je pense que pour l'avoir aussi expérimenté avec des clients, c'est d'être à l'écoute, mais aussi dans la première étape c'est voilà. Je pense que peut-être aussi quand tu écris, toi, au final, tu évacues, tu écris ce qui se passe. En fait, c'est comme si, quelque part, tu crées de l'information, même si elle est imaginaire, si elle est intérieure. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose qui permet, en fait, en tout cas, ne pas hésiter à avoir de l'information. Souvent, quand il y a des accidents, on dit « Non, mais il vaut mieux pas que vous sachiez, c'est une connerie. » Il faut savoir, il faut avoir l'information. Et ensuite, il faut accepter les descentes qu'il peut y avoir, les états internes négatifs qu'il peut y avoir, et c'est là où il faut se taire et accompagner la personne, et juste être présent suffit, quoi. Voilà. Et le fait de répéter ça permet de s'extraire de ces deux premières étapes qui sont évidemment dures à vivre. Et donc, par rapport à la situation, c'est une colère en fait que j'avais ressentie, et je sais pourquoi je l'ai ressentie, parce que j'avais pas tout dit, j'avais des choses que je m'étais gardé pour moi, parce que je m'étais pas donné le droit par rapport au fait à l'éloignement, parce qu'on m'a pas demandé, parce que j'ai pas mon mot à dire sur tout, mais j'avais un avis que j'ai gardé pour moi et que j'ai pas donné.
Et bon, le résultat avançant négativement, au final, ça m'a agacé parce que je contrôlais pas l'issue ou je pensais que en faisant autrement, il pourrait y avoir une autre issue. Et au final, en réfléchissant, voilà, en discutant aussi beaucoup avec ma femme, qui était un peu dans le même sentiment que moi, en fait, on s'est dit, mais en échangeant de l'information, on s'est dit, mais en fait, quelque part, si on s'était prononcé, si on s'était avancé à dire notre avis sur la situation, au final, peut-être que c'est les personnes proches, en fait, de notre connaissance qui auraient été, eux, impactés négativement. Et là, en fait, on s'est dit, il vaut mieux que ce soit nous qui soyons impactés négativement dans cette situation. Il vaut mieux que ce soit nous qui ayons ce ressenti. Et eux, ils sont allés au bout, en fait, de ce qu'ils croyaient, de ce qu'ils avaient envie, et c'est OK, voilà. Et le fait de se dire ça, donc, information qui a du sens pour nous, c'est retombé. Cette colère, voilà. Donc, et ça permet de mieux vivre, finalement, la situation. Donc, moi, le message, c'est au final... en général, dans ces situations, on préfère les éviter parce que c'est pas confortable. On préfère être dans le déni parce que ça vient nous toucher. Alors qu'au contraire, l'idée c'est de s'introspecter un petit peu, de savoir qu'est-ce qui se joue en nous pour avoir une information qui a du sens et passer après à quelque chose, à la situation, à l'étape d'après, quoi. Voilà. Alors, évidemment, on fait pas partie de la famille. Mais c'est comme ça qu'en fait j'ai pu évacuer cette mauvaise sensation. Voilà. Donc du coup, une perception plus apaisée, quoi. Et du coup, plus de projection. C'est si on avait, si machin, si on avait dit, si. Il faut bien distinguer les deux mécanismes de projection. Il y a la projection, la roue mentale et la perception et la projection que tu vas en faire. Et souvent c'est mental. Souvent, c'est une histoire que tu te racontes, qui est alimentée par évidemment l'impact émotionnel que ça a sur toi. Mais on le sait, en tant que coach, c'est que pour maîtriser les émotions, c'est la réflexion qui va venir calmer tout cet appareil émotionnel. Donc en fait, pour moi, la première étape de recueillir les informations est cruciale pour sortir de la situation. J'étais un peu long, mais... Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je te rejoins. L'information, et encore aujourd'hui, on échange, même si c'était il y a 20 ans, parce que Magali a eu son vécu. Moi, j'ai eu le mien, finalement. Et on échange encore et on découvre encore des éléments que l'une et l'autre ne savaient pas. Donc c'est que l'information, il y en a toujours. Il peut en manquer qui pourraient, qui font que tu restes dans une culpabilité. Là, c'est pas le cas, mais malgré tout, l'information, elle est toujours. Enfin, moi, je suis toujours contente d'avoir une information que je n'avais pas eue à l'époque, de l'apprendre même aujourd'hui. Ça me fait du bien de le savoir. Ouais. Quelque part, on avance. Complètement. Ok. Est-ce que vous auriez une autre façon? On nous indique que c'est terminé. Donc on va clôturer. On va sortir de ce podcast. Est-ce que vous avez un autre tips pour ceux qui nous écoutent sur finalement comment arriver à la résilience, comment arriver dans cette acceptation, enfin, comment on arrive à ça, quoi, en fait. D'après vous, d'après votre expérience, quel est le truc en fait qui permet de franchir ces étapes et d'arriver à dire, en fait, comme tu l'as dit, merci. C'est quand même un truc de ouf. Accepter ce que tu as expliqué, c'est cognitif, c'est et accepter. Il peut y avoir de la résistance, on cherche les infos. Ok, une fois que tu as tout ça, moi j'aime bien Moi, c'est le verbe de ma vie, c'est accueillir. Parce que accueillir, c'est ok, j'ai accepté, cognitivement c'est compris, mais là j'accueille et je me remplis de ça en fait, et
Et ça fait partie de moi et c'est OK au même titre que je suis brune, que, enfin, je suis faite de ça. Ok. C'est moi et je suis ça parce qu'il y a eu ça. Et dans l'accueil, pour ma part, moi, j'y vois beaucoup de douceur en fait. J'ai pas de colère, j'ai pas de regret, pas de remords, c'est comme ça. C'était le passage. C'est ça. Et du coup, accueillir, je trouve que c'est quand tu es dans la douceur, quand tu n'es plus dans la lutte, quand tu as accepté, quand tu as compris. Et pour moi, c'est ça la résilience, quoi. La gratitude, c'est dire merci à ce que j'ai. Et la résilience, c'est presque dire merci à ce que j'ai plus qui m'a fait grandir, quoi. Mhm. Voilà. Tout à fait. Ouais, moi, je rebondis. J'animais un groupe de parole autour du deuil et on a appelé le groupe Sourire, en fait. Hein. C'est pas merci, mais c'est sourire à la vie. Parce qu'au final, on s'est, une fois que chacun a pu évoquer, et donc du coup, c'est ce que tu appellerais la phase d'information, sa situation personnelle, tout ce que parler en fait de soi et de son vécu, ben on s'est questionné sur comment sourire à la vie aux vivants. Et c'est ça, ça a été assez fort pour réunir et aller vers. Moi, je dirais qu'on parle souvent d'être dans l'instant présent et que face à des situations comme celle-ci, on aurait tendance à ou être dans la projection ou dans le passé, dans la nostalgie de ce que j'ai perdu. Et que finalement, ces deux oppositions font qu'on n'est plus dans le mouvement. C'est-à-dire que ça va nous figer. Et que d'aller dans la compréhension de peut-être qu'est-ce qui fait que je projette ou qu'est-ce qui fait que je reste dans la nostalgie, d'amener de la réflexion dans ce besoin ou de projeter ou de rester dans le passé qui, dans l'instant présent, me fige, va permettre d'éclaircir à un moment donné, de revenir et de reprendre sa pleine conscience dans ce qui se passe au présent et de se remettre en mouvement, donc dans l'action. Ok. Voilà. Quelque chose à rajouter? Bah, souriez. La souris. Un sourire à la vie. C'est ok pour vous? C'est ok. Ouais. Bon, bah écoutez, merci de nous avoir écoutés jusqu'à maintenant. Si vous avez traversé cette étape, j'espère que nos partages vous seront utiles. On vous dit à très bientôt et à un prochain épisode de Cash Coach. Bye bye. Ciao. Bye bye. Cash Coach. Les coachs qui parlent cash.